Lundi 9 août 2004, les corps de 2 octogénaires sont retrouvés dans leur propriété de Touraine. C'est d'une violence extraordinaire. Il paraît qu'il avait la tête écrasée, paraît-il. Le corps de Robert est couvert d'une bâche et Marianne, à face contre terre, et fait salaire. Le double homicide a été particulièrement violent. Imaginez un instant quels ont été les derniers moments de Marianne Kubala et de Robert Rouvain et vous êtes frappé d'effroi. Tout indique que le tueur connaissait ses victimes. Quand on regarde la totalité des indices, ou en tout cas la situation de la maison, on se rend compte qu'il n'y a aucune effraction. Mais qui sont ces retraités de 84 et 85 ans? Mais ils ne sortaient pas, vous savez. C'était des gens, je vous dis, qui ne se mélangeaient pas à la population, ils étaient secrets. Que voulaient-ils dissimuler? De quoi se protégeaient-ils? On a l'impression qu'ils ont voulu vivre cachés. Ils ont peut-être voulu rester très discrets sur la nature de leur relation. Qui a pu s'attaquer à ces 2 victimes si vulnérables? C'est choquant, hein. Ils ne méritaient pas ça. 8 ans après les faits, le meurtrier n'a toujours pas été identifié. Retour sur une enquête qui, encore aujourd'hui, peut aboutir. Nous sommes à Vernoux-sur-Brenne, au cœur de la vallée de la Loire, à une quinzaine de kilomètres de Tours. Moins de 3000 personnes vivent dans ce village aux allures de carte postale. Le calme de cette petite commune séduit les retraités, qui représentent 30% de sa population. Et pourtant, c'est ici, dans ce havre de paix, qu'un double meurtre particulièrement violent a été commis en août 2004. Fait exceptionnel de cette affaire, l'âge des victimes. Marianne Kubala avait 85 ans et Robert Rouvain, 84. Pourquoi ce couple, qui vivait dans une grande propriété perdue dans les bois, a-t-il été assassiné? Depuis 8 ans, les enquêteurs de la section de recherche d'Orléans ont multiplié les investigations. Mais malgré leur travail, ces homicides demeurent à ce jour non élucidés. Le 9 août 2004, comme chaque lundi, Chantal, femme de ménage, se rend chez ses employeurs, Robert Rouvain et Marianne Kubala. Mais lorsqu'elle arrive devant la propriété à 9 h du matin, elle ne peut pas entrer, car le portail est fermé. C'est la première fois que cela arrive depuis qu'elle travaille chez les retraités. Inquiète, elle décide de prévenir Guy Urson, un voisin et ami du couple. Habituellement, quand elle arrivait le matin, c'était toujours ouvert, hein, le portail. Ça, c'était réglé comme ça. Hein. Le portail étant fermé, la femme de ménage déjà a pensé qu'il s'était passé quelque chose. Monsieur Rouvain lui avait dit, si un jour il y a un problème, vous allez chercher Guy. Un portail fermé, cela peut sembler anodin, mais chez ces retraités très organisés, c'est un événement vraiment anormal. Et les craintes se confirment lorsque Guy Urson tente d'appeler son ami Robert Rouvain. Personne ne répond. Qu'ils ne répondent pas au téléphone, que le portail soit fermé, j'étais très inquiet. Hein. Chantal, la femme de ménage, détient chez elle un double des clés du portail. Elle part le chercher et revient accompagnée de son mari. Au même moment, Guy et Monique Urson arrivent sur les lieux. En voiture, ils parcourent les 300 mètres de chemin qui séparent le portail de la maison. Monique a comme un mauvais pressentiment. Et puis arrivé devant la maison, alors là, ce qui paraissait très bizarre, c'est que c'était tout ouvert. Mais quand on est arrivé, alors on a trouvé d'abord la porte de la maison grande ouverte. Enfin, on voyait de la cour, hein, parce qu'on n'est pas rentré. Et puis alors devant l'entrée, là, comme une poudre qui avait été balayée. Alors là, on a commencé à trouver ça bizarre. Alors vous savez, on s'est un petit peu regardés tous les quatre. La maison est ouverte aux 4 vents. Le sol est couvert d'une étrange poudre bleutée. Les 2 couples sont certains qu'il s'est passé quelque chose de grave. Ils restent sur le pas de la porte et tentent en vain d'appeler Robert et Marianne. Et à un moment donné, le mari de la femme de ménage, il dit « Oh, mais il y a une bâche qui était un petit peu plus loin, et qui était par terre, mais elle dit elle est pas complètement plate. » Et là,
Autour de cette bâche, on a découvert un chausson que la femme de ménage a dit c'est le chausson de M. Drouvin. Tout de suite, quand on a vu le chausson, la bâche, tout de suite, on a reculé. Le chausson est couvert de sang. Cette sinistre découverte met fin aux explorations des visiteurs qui décident de contacter les autorités. Donc on a téléphoné aux gendarmes et puis on a attendu, on a trouvé même le temps long. Les gendarmes arrivent sur les lieux à 10 h du matin. On a été jusqu'à l'emplacement de la bâche. La bâche était un peu gonflée, donc il y a un gendarme qui a posé son doigt, qui a vu que ça ne s'enfonçait pas. Et à partir de ce moment-là, ils nous ont éloignés. Les gendarmes emmènent les 4 témoins à l'écart de la maison et leur demandent de ne pas quitter la propriété. En soulevant la bâche, les enquêteurs découvrent le corps de Robert Drouvin. Le vieil homme est mort. Alors mon épouse, à un moment, a dit aux gendarmes, et madame, hein, vous rentrez pas dans la maison Mais j'ai dit, il y a peut-être une autre personne à secourir. Parce que je dis, Marianne, elle doit être à l'intérieur. Parce qu'on ne savait pas. Hein. Nous, on n'avait rien vu. Et ils nous ont dit, Marianne n'est pas à l'intérieur non plus, elle est derrière le tas de bois. Marianne est décédée elle aussi. Les cadavres de Marianne Kubala, 85 ans, et Robert Drouvin, 84 ans, viennent d'être découverts dans leur jardin, à proximité de leur maison. Pour les proches, la brutalité de la situation est difficile à supporter. C'est choquant, hein. C'est choquant parce qu'on se dit quand même 2 personnes là, et pour qui et pourquoi. Et des gens d'une gentillesse comme moi j'ai connu, ils ne méritaient pas ça. Hein. Jean-Marc, juste derrière nous se trouve la propriété des victimes qui s'étend sur près de 9 hectares de bois. La maison n'est pas visible de la route. Est-ce qu'il faut tenir compte de cet isolement dans l'appréciation de ce double meurtre? Évidemment. Les victimes ont eu beau crier, appeler au secours. Personne n'a pu les entendre. Il n'y a pas de voisins aux alentours. Ce lieu qu'elles avaient choisi pour être au calme et profiter de leur retraite s'est révélé être le lieu idéal pour commettre un meurtre. Au-delà de cet isolement géographique, les victimes étaient aussi très vulnérables du fait de leur grand âge. Marianne Kubala avait 85 ans et Robert Drouvin, 84. 2 personnes âgées qui vivent comme ça paraît dangereux. Mais comme elles étaient encore autonomes, il n'était sûrement pas question de leur faire quitter leur maison. À mon avis, ils avaient tous les 2 un sacré caractère. Les corps des victimes ont été retrouvés à l'extérieur de l'habitation. Quand les témoins arrivent, la maison est grande ouverte et ils aperçoivent sur le chemin un chausson. Pensez-vous que ces éléments nous indiquent que les victimes ont cherché à fuir? J'ai l'impression que c'est le cas. Robert et Marianne ont compris qu'ils étaient en danger. Ils ont eu peur et ont cherché à échapper à leur agresseur. Ils ont été tués là où on les a retrouvés. J'imagine mal qu'on les ait tués dans la maison, puis transportés morts à l'extérieur. Les constatations sur la scène de crime confirmeront ou infirmeront votre hypothèse. Autre élément intriguant, le corps de Robert Drouvin a été recouvert d'une bâche. Pourquoi, selon vous? L'auteur sait que le cadavre va être découvert. Il n'a pas cherché à le cacher en l'enterrant dans les bois ou en le jetant dans un puits. Il le recouvre comme pour le protéger, comme s'il avait du mal à assumer son geste. En revanche, il n'a pas fait de même avec le corps de Marianne Kubala. Pourquoi cette différence de traitement? L'auteur prend le temps de recouvrir le cadavre de Robert et laisse celui de Marianne en l'état. Dans les doubles homicides, il y a généralement une victime principale et une collatérale. Et là, mon intuition, c'est que Marianne serait une victime collatérale et que le tueur serait venu pour Robert. Qui a bien pu s'en prendre à ces 2 octogénaires? Que s'est-il passé au lieu-dit du Bois du Pavillon en ce mois d'août 2004? Les constatations sur la scène de crime vont éclairer les enquêteurs sur le déroulement des faits.
Les techniciens en investigation criminelle investissent la propriété du bois du Pavillon. Ils s'intéressent tout d'abord aux 2 victimes. Un gendarme présent sur la scène de crime a accepté de répondre à nos questions. Ses nouvelles fonctions lui imposent de témoigner à visage caché. Le corps de Robert est couvert d'une bâche et Marianne, à face contre terre, la chemise de nuit relevée, les fesses à l'air. 8 mètres seulement séparent les 2 corps. Celui de Robert Drouvin, couvert d'une bâche, repose sur le ventre, à proximité d'un tas de bois, à 14 mètres de la maison. La victime porte des chaussettes, un pantalon bleu et une chemise beige. Ses chaussons se trouvent de part et d'autre du cadavre. Le médecin légiste examine la victime. Il est important qu'un médecin remarque bien la position des corps avant de les autopsier, pour un petit peu reconnaître un peu les lieux et pouvoir, au moment de l'examen du corps, comprendre pourquoi le bras, la main, le corps se trouvent dans telle ou telle position par rapport au lieu. Michel Sapanet est médecin légiste à l'Institut médico-légal de Poitiers. Il effectue chaque année de nombreuses levées de corps. Il nous apporte son analyse d'expert sur cette scène de crime. Sur le visage de Robert Drouvin, on note d'emblée qu'il y a un contexte de violence répétée, avec de multiples ecchymoses, des plaies. Donc on est vraiment dans un contexte de coups répétés portés sur une région cible, qui est la tête. Plusieurs traces de sang sont relevées autour du corps de Robert Drouvin. Philippe Esperanza est l'un des rares spécialistes au monde en morpho-analyse des traces de sang. Nous avons sollicité son expertise. Les techniciens vont retrouver du sang, 1 au niveau du chausson, 2 à côté de sa tête et surtout aussi sur le corps. Ces localisations donnent des informations importantes. La trace à côté du chausson peut tout à fait être un saignement naturel de la victime après la blessure qui s'écoule tout à fait naturellement avec la gravité. Ce qui a tendance à dire que la personne n'était pas allongée lorsque au moins une des blessures a été réalisée. La présence d'un écoulement au niveau de la tête laisse penser que la victime a été achevée, ou en tout cas que la lutte a fini là où il est retrouvé. Il ne semble pas avoir été transporté d'un autre endroit vers celui-ci. Robert serait donc décédé là où son corps a été retrouvé, et il aurait reçu une partie des coups, alors qu'il était debout. Le médecin légiste s'intéresse ensuite à la seconde victime. Le corps de Marianne Kubala se trouve sous un abri de jardin en tôle, dont le sol est couvert d'une dalle de béton. Elle repose sur le ventre, elle a le bras gauche plutôt en avant, et surtout elle a également des lésions qui sont des lésions ecchymotiques sur la partie antérieure du corps. Les pieds nus de la victime reposent sur une brique. Marianne a dû trébucher sur cet obstacle. Dans sa course, elle a perdu ses 2 chaussons le long du chemin qui relie la maison à l'abri de jardin. Mais pourquoi retrouve-t-on cette femme de 85 ans à moitié nue, la culotte baissée et la chemise de nuit relevée au-dessus des fesses? Il y a l'hypothèse d'une agression sexuelle chez Madame Kubala parce que, d'une part, la culotte est baissée sur les cuisses et d'autre part, elle présente des taches de sang. Mais attention, c'est une interprétation. En poursuivant leurs investigations, les gendarmes découvrent un extincteur derrière un tas de bois, à proximité du corps de Robert. Il est vide et couvert de poudre bleutée. Les techniciens se dirigent ensuite vers la maison. Première constatation, la même poudre bleutée couvre la terrasse. La porte du cellier est ouverte, sans aucune trace d'effraction. Les enquêteurs pénètrent dans l'habitation. À l'intérieur de la maison, rien n'a bougé, si ce n'est qu'on a de la poudre d'extincteur au sol. Il n'y a aucune trace d'incendie. Pourtant, l'extincteur a été utilisé un peu partout à l'intérieur de la maison. Au fil de leur progression, dans le cellier puis dans le garage, les gendarmes constatent que la poudre a été balayée. Une balayette et une serpillière sont posées sur une table. Les enquêteurs acquièrent la conviction qu'il y a eu une lutte avec l'extincteur à l'intérieur de la maison. Nous avons vidé nous-mêmes un extincteur identique de 6 kg pour nous rendre compte de l'effet produit. La poudre dégagée est très toxique et volatile. Elle peut facilement permettre d'aveugler et de repousser un individu.
Lorsqu'elle se dépose sur un sol domestique, la poudre crée un voile qui recueille toutes les empreintes. La poudre d'extincteur s'est reposée au sol après l'utilisation de l'extincteur et l'auteur, puisqu'on a déterminé qu'il n'y avait qu'un seul individu, a marché dans cette poudre. Aux endroits où il a reconnu ses pas, il a pris soin de les effacer avec une balayette. Dans le vestibule, les gendarmes identifient l'emplacement initial de l'extincteur. Une quantité plus importante de poudre dans cette pièce leur permet de déduire que c'est là que la lutte a commencé. Les enquêteurs ont une intuition. Il semblerait que ce soit Robert Drouvin qui ait pris cet extincteur pour se protéger ou mettre en fuite l'auteur. On a une certitude, c'est que Robert est chez lui et veut mettre dehors manifestement l'intrus. Donc l'altercation verbale a dû commencer dans la maison et ensuite se poursuivre dehors avec des échanges de coups. Après les meurtres, l'auteur a voulu effacer les preuves l'incriminant. Cette scène de crime est quand même très étonnante parce qu'on voit vraiment une action volontaire d'effacer tous les indices laissant acte de son passage. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'après avoir balayé, il y a une empreinte de chaussure sur cette poudre. Les enquêteurs relèvent une série d'empreintes de pas identiques. Et non seulement il y a une empreinte de chaussure, mais elle ne se contente pas d'être unique, il y a un vrai cheminement qui montre qu'une personne est revenue dans la maison après qu'il y a poudre et après qu'il y ait eu le balayage, qu'il va cheminer jusqu'à l'étage, qu'il va redescendre, qu'il va aller jusqu'au fond du couloir et ensuite ressortir par la porte d'entrée. Lors des constatations, les gendarmes notent qu'une fenêtre claque au premier étage. Ils envisagent que c'est ce bruit qui a attiré l'auteur. Les enquêteurs pensent avoir en main une carte maîtresse. Dans le vestibule, ils ont photographié une trace de pas complète, très nette. Elle est immédiatement envoyée dans un laboratoire pour que la chaussure soit identifiée. En ce qui concerne les traces biologiques et les relevés d'empreintes, les résultats d'analyse sur les scellés vont être très décevants. Les choses qu'il a touchées, l'extincteur, une balayette, une serpillière, seront analysées, mais nous n'aurons pas d'ADN nucléaire. Et il n'est pas découvert d'empreinte digitale. Des cheveux prélevés sur la scène de crime permettent d'isoler des ADN mitochondriaux. Mais dans cette affaire, les gendarmes ne disposent pas d'indices matériels providentiels. Maigre consolation, les constatations faites dans la cuisine leur permettent de déterminer précisément l'heure à laquelle l'agression a eu lieu. On arrive à situer l'heure du décès, puisque les petits déjeuners sont prêts, et le décès remonte au dimanche matin. Ils avaient l'habitude, pour Robert, je pense, de prendre un demi-pamplemousse et ensuite un café ou un café au lait. Le demi-pamplemousse est mangé, le café n'est pas bu. Donc on se trouve vers 8h30, 9h, c'est pas une heure où habituellement des gens sont agressés. Les résultats des analyses génétiques sont très décevants puisque seuls 2 ADN partiels, des ADN mitochondriaux, sont isolés sur la serpillière. Un ADN mitochondrial, ça ne permet pas d'identifier de manière indiscutable un individu. Il permet seulement d'innocenter un suspect ou d'être conforté dans l'idée que c'est peut-être le bon. Là, en plus, rien ne nous dit que les cheveux ne traînent pas sur place depuis des lustres et n'ont rien à voir avec les meurtres. Jean-Marc, le tueur a été particulièrement précautionneux. Il n'a pas laissé d'empreinte digitale ni d'ADN nucléaire sur la scène de crime. Que peut-on en déduire? Soit il était ganté, soit il n'a rien touché. Ou bien il a essuyé les objets qu'il a saisis à main nue. En tout cas, ça prouve qu'il a du sang-froid et qu'il a passé du temps sur place après les meurtres. Le tueur a tout de même commis une erreur grossière. Malgré sa frénésie de nettoyage, il a laissé des traces de pas. Pour l'instant, ces empreintes de pas sont les seuls indices matériels réellement exploitables. Les résultats des expertises sont très attendus. Oui. Ces traces, l'auteur les laisse quand il revient dans la maison, alerté par le bruit de la fenêtre qui claque à l'étage. Il a peur que quelqu'un soit là, il est fébrile et il n'a plus qu'une idée en tête, déguerpir, quitte à s'aborder ses efforts de nettoyage. Dans la maison, ce qui est très étonnant, ce sont ces traces de poudre. Selon les gendarmes, c'est Robert Drouvin qui s'est servi de l'extincteur pour tenir son agresseur à distance. Et vous, qu'en pensez-vous? Ma première réaction a été de penser que cette poudre avait été dispersée par l'auteur pour détruire les indices de son passage. C'est une technique que l'on retrouve dans des vols à main armée ou de gros cambriolages. En quelques pulvérisations d'extincteurs, on flingue les relevés de l'identité judiciaire. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
S'il avait eu recours à cette technique, l'auteur aurait dispersé la poudre en reculant et n'aurait donc pas marché dedans. Ça tient pas la route, ma première idée. Alors Jean-Marc, comment les choses se sont-elles passées? Robert tient l'extincteur et ensuite? Robert vise le tueur, qui du coup doit être couvert de poussière bleutée. Les vêtements des victimes, eux, ne présentent pas de traces importantes de poudre. C'est donc bien Robert qui tenait l'extincteur. Cette poudre hyper fine et hyper volatile se dépose partout. Il est très difficile de s'en débarrasser. Peut-être que quelqu'un de Vernoux se souvient avoir vu ce 8 août 2004 un individu dont les vêtements étaient maculés de poudre, sans forcément avoir compris de quoi il s'agissait. Si c'est le cas, il est temps d'entrer en contact avec les enquêteurs. À la levée de corps, le légiste constate que Robert est mort près du tas de bois. Que s'est-il passé à cet endroit? Il n'y a pas de sang dans la maison. C'est donc que l'altercation mortelle n'a pas eu lieu à l'intérieur. Drouvin a tenu le tueur à distance tant que son extincteur contenait de la poudre. Mais quand il est arrivé près du tas de bois, toute la poudre a été propulsée. Pourtant, il n'y a pas de traces de poudre sur le parcours entre la maison et le tas de bois. Ça ne tient pas, votre histoire. Mais si, bien sûr que ça tient. Il y a eu 2 gros orages après le meurtre. La pluie a lessivé les sols, du coup, plus de traces. Mais il y en avait avant, j'en suis sûr. Pour moi, au niveau du tas de bois, l'extincteur tombe en panne sèche, Robert ne peut plus se défendre, et c'est là qu'il meurt sous les coups du tueur. Et Marianne, comment s'intègre-t-elle dans votre scénario? Pour Marianne, c'est plus difficile de comprendre ce qui lui est arrivé. La vieille dame est un témoin gênant car elle a tout vu, son sort en était scellé. Mais elle ne présente aucune lésion mortelle évidente. Les causes de son décès sont encore inconnues. Le bas du corps de Marianne est dénudé. On envisage forcément une hypothèse très noire, celle du viol. Évidemment, on pense tout de suite à ça. Pour Marianne, l'autopsie va être un moment décisif pour qu'enfin on arrive à comprendre comment elle est décédée et si elle a été violée. Les corps des 2 victimes sont transportés à l'Institut médico-légal de Tours. Les enquêteurs sont impatients de connaître les conclusions du médecin légiste, dans l'espoir qu'elles parviendront à éclaircir les circonstances du double homicide. À l'autopsie, le médecin légiste commence par étudier une à une les multiples lésions présentes sur le visage de Robert Drouvin. Michel Sapanet n'a pas réalisé les autopsies des 2 victimes, mais il a accepté de nous éclairer. Sur le visage, on a une plaie contuse de l'arcade sourcilière droite, une ecchymose périorbitaire à gauche, un saignement nasal. C'est ce qu'on voit habituellement dans les bagarres. La présence d'une trace violacée est constatée autour de la nuque de la victime. C'est assez évocateur d'une saisie violente par le col de chemise. Mais il faut vraiment une violence certaine. À l'arrière de la tête, une lésion importante attire toute l'attention du médecin. Il s'agit d'une plaie contuse. Une plaie contuse, c'est une plaie dont les berges sont écrasées. C'est-à-dire que du fait de la pression exercée sur la peau éclate parce qu'elle est comprimée entre l'os et l'objet contondant. L'analyse des blessures ne permet pas d'identifier précisément l'arme du crime. L'objet contondant qui a tué a été détourné de son usage originel. C'est ce qu'on appelle une arme par destination. L'autopsie révèle aussi une fracture très nette dans la région occipitale, c'est-à-dire sur la partie arrière du crâne, juste au-dessus de la nuque. L'occiput, c'est un os épais. Il fait entre 8 et 12 mm d'épaisseur à l'endroit de la fracture, donc il faut une action percutante violente pour entraîner ce type de lésion. Ça s'accompagne obligatoirement de lésions cérébrales qui vont être les causes du décès d'une façon ou d'une autre. Le légiste établit le tableau des violences. On a l'impression qu'il y a un premier épisode de violence. On imagine assez facilement cette empoignade, une résistance, des coups qui partent, et puis après, l'action la plus violente qui va aboutir au décès. D'après les conclusions du médecin, la bagarre aurait dégénéré en meurtre. Nous avons demandé au psychiatre Roland Coutenceau d'analyser cette escalade de violence. L'hypothèse la plus vraisemblable dans cette violence en 2 mouvements, c'est celle où il y a une première raison d'altercation entre les 2 hommes, entre les 2 protagonistes, et puis il y a un temps d'arrêt. Le futur criminel prend conscience que l'autre pourrait le dénoncer,
Et là, il y a une deuxième violence plus radicale qui peut avoir une dimension de donner la mort. Le légiste pratique ensuite l'autopsie du corps de Marianne Kubala. Il relève de nombreuses lésions sur la partie gauche du visage, celle qui se trouvait contre le sol. On a des lésions échymotiques de cette partie-là, une plaie de l'arcade. On a également des plaques parcheminées assez antérieures, comme ce qu'on observe dans les appuis importants sur une surface dure ou sur un sol. On est vraiment dans un tableau de chute d'une personne âgée, qui va marquer très facilement d'ailleurs. Mais plus étonnant, le médecin relève également des traces de gel lacrymogène sur la même zone du visage. Il y a l'effet de brûlure du gel, qui est une chose, qui ne cause pas la mort en soi, mais il y a aussi les effets toxiques potentiels du gel. Chez une personne âgée, chez une personne fragile, ça peut participer à la cause de la mort sans en être la cause principale et exclusive. Marianne Kubala est morte par asphyxie. Mais les causes de celle-ci sont difficiles à déterminer et semblent le fait de plusieurs facteurs conjugués. La fragilité physiologique qu'on observe à cet âge-là, les effets de la chute, les effets du gel lacrymogène éventuellement, pourquoi pas l'effet de l'émotion. Il faut se rendre compte de la violence psychique que ça représente et du retentissement qu'il y a pour l'organisme. C'est une tachycardie extrême, c'est une décharge d'adrénaline, c'est vraiment quelque chose de violent. Non pas au sens de l'action violente, mais au sens du retentissement sur le corps. Il n'est pas exclu que l'auteur ait participé à cette asphyxie, en appuyant le visage de la victime contre le sol. Mais rien ne permet de le prouver. En ce qui concerne le viol, les constatations anatomiques et les résultats des prélèvements biologiques ne prouvent rien. Ce que confirme maître Xavier Brunet, avocat de la famille de la victime. On n'a pas d'éléments, en tout cas à ma connaissance dans le dossier, qui formellement permettent de dire qu'il y a eu une pénétration, fût-elle post-mortem. Un mystère demeure cependant. Dans ce cas, pourquoi Marianne Kubala a-t-elle été retrouvée la culotte baissée? Le docteur Sapané a une explication très pragmatique. Vous avez des culottes anciennes dont le tissu est parfaitement conservé et dont l'élastique n'assure plus la fonction. Elle peut marcher, elle peut courir et elle peut perdre sa culotte. Les autopsies ont permis de mieux comprendre ce qui s'est passé le 9 août 2004, au cœur de la propriété du Bois du Pavillon. Les circonstances de ce double homicide et l'âge des victimes en font un crime exceptionnel. L'autopsie confirme les premières constatations. Robert Drouvin s'est bien battu avec son agresseur avant de recevoir des coups mortels à la tête. Le meurtre de Robert s'est déroulé en plusieurs étapes. Une conversation a amené à une dispute, la dispute à une bagarre, et la bagarre au meurtre près du tas de bois. Le tueur ne s'est servi ni d'une arme blanche, ni d'une arme à feu. Il a fait usage d'une arme par destination qui n'a pas été retrouvée. Il est sûrement reparti avec. Concernant Marianne, le scénario des faits est beaucoup moins évident. La vieille dame présente quelques ecchymoses, mais pas de blessures qui expliqueraient son décès. Selon vous, que lui est-il arrivé? Marianne était en mauvais état de santé. Elle était affaiblie par l'âge et avait récemment fait plusieurs malaises. Elle est tombée dans sa fuite. Face contre terre, elle a fait une insuffisance respiratoire qui a provoqué une asphyxie et entraîné sa mort. Que pensez-vous des traces de gaz lacrymogène retrouvées au niveau de son nez et sa bouche? Marianne a dû prendre part à la dispute. Elle a sorti sa bombe lacrymo et se l'est fait arracher des mains. L'auteur l'a aspergée. Le gaz a probablement accentué ses difficultés respiratoires. Elle court, elle chute, et derrière, c'est l'asphyxie. Contrairement à ce qui avait été envisagé au tout début de l'enquête, le légiste ne constate pas de traces concluantes de violence sexuelle. Excluez-vous totalement l'idée du viol? Après l'autopsie, le viol me paraît exclu. En revanche, l'histoire de l'élastique usé et de la culotte qui tombe toute seule, ça ne me convainc qu'à moitié. C'est donc, selon vous, le tueur qui aurait baissé la culotte de Marianne, mais dans quel but? C'est difficile à dire. Mais s'il n'y a pas eu viol, baisser la culotte, c'est un acte qui vise à humilier. Il y a une force symbolique dans cet acte. Le tueur veut salir la victime, comme pour la punir de quelque chose qu'elle aurait pu faire ou dire. Ça sent la rancune et la vengeance. La vengeance, Jean-Marc, signifierait que le tueur avait Marianne pour cible et qu'elle n'est donc pas une victime collatérale, contrairement à vos premières impressions sur le crime.
Mais non, je ne reviens pas sur cette idée, je persiste dans ce sens. Marianne est morte de panique. Le tueur est à l'origine de cette panique, mais il ne l'a pas tuée de ses mains. Par ailleurs, lorsqu'il baisse ses culottes, c'est peut-être la réputation de Robert qu'il cherche à atteindre. Le fait que Marianne n'ait pas été victime de viol oriente les enquêteurs vers un profil d'auteur beaucoup plus classique. En effet, ils ne doivent plus chercher un pervers déséquilibré, violeur de grand-mère, mais un tueur dont le mobile n'est pas sexuel. L'instruction est ouverte pour homicide volontaire et viol sur personnes particulièrement vulnérables. Pourquoi la qualification de viol est-elle toujours retenue? On garde toujours le maximum de qualifications juridiques tout au long de l'instruction pour se donner toutes les chances de faire tomber l'auteur. On resserre ensuite au moment du renvoi devant les assises. L'enquête commence à peine. Les circonstances de la mort des deux victimes sont établies, même si elles gardent leur part de mystère. Il faut rapidement déterminer quelles sont les habitudes de Marianne et Robert pour mieux cerner comment ils vivent et qui ils sont. L'enquête de proximité va se révéler surprenante. C'est d'abord la maison des retraités qui intrigue les gendarmes. Située à l'extrémité du village, la propriété du bois du Pavillon est un choix de résidence peu banal pour un couple d'octogénaires. Caroline Devos est journaliste à la Nouvelle République. Elle a couvert toute l'affaire. Les lieux l'ont beaucoup marquée. C'est une maison, mais qui est vraiment nichée en plein cœur d'un bois très dense, très touffu, et on la voit vraiment de nulle part, à part du coteau qui est en face, où il a fallu aller effectivement pour pouvoir apercevoir un tout petit bout de toit. Moi, j'ai tout de suite pensé que c'était un lieu presque idéal pour un crime, quoi, parce qu'on ne pouvait rien voir de nulle part, c'était clair. Fait étonnant, les retraités avaient très peu de relations à Vernoux-sur-Brenne, alors qu'ils y habitaient depuis près de 40 ans. Épouse de l'ancien maire du village, Marcel Boutet faisait partie des rares connaissances du couple. Non, mais ils ne sortaient pas, vous savez. C'était des gens, je vous dis, qui ne se mélangeaient pas à la population, ils étaient secrets. Autrement, ils ne venaient pas au repas des anciens, ils ne venaient pas aux manifestations. Je ne l'ai jamais vu au concert de la musique, où on allait bien sûr. Marcel Boutet croise Robert Drouvin à l'occasion, sur le marché de Vernoux. Je ne voyais pas beaucoup sa dame parce qu'elle ne sortait pas. Ou enfin, je ne l'ai jamais vue à Vernoux dans le bourg. Je crois même qu'il y a des témoignages qui disent que Robert Drouvin fait ses courses et que Marianne Kubala reste dans la voiture pendant qu'il fait les courses, par exemple. Les octogénaires quittent peu leur propriété. C'est Robert Drouvin qui, dans les années 70, a choisi de faire construire sa maison dans les bois, en pleine nature. Il aimait beaucoup la chasse, mais il aimait beaucoup la nature. C'était les abeilles, il avait des ruches, il surveillait tous les animaux qui pouvaient aller et venir dans le bois, les oiseaux. Mais ce que Robert Drouvin aime par-dessus tout, c'est sa tranquillité. Les 9 hectares sont entièrement clôturés. Jean Saunière et Robert Drouvin se connaissaient depuis plus de 45 ans. Son vieil ami lui confiait régulièrement ses lubies sécuritaires. Il m'a dit j'ai mis des pièges. D'abord, il y a des pancartes, danger, pièges, etc. Alors, je ne sais pas s'il en a mis. Oh, peut-être bien. Je ne m'étonnerais pas. Très peu de gens sont invités à pénétrer dans la propriété du bois du Pavillon. Et les rares visiteurs doivent systématiquement montrer patte blanche. On n'allait pas chez M. Drouvin sans téléphoner. Il fallait toujours prévenir quand on allait chez lui. Personne ne fait exception à la règle. Et le propre fils de Robert Drouvin, Hubert, ne s'y serait pas risqué. Moi-même, je ne serais jamais rentré chez lui sans prévenir. À la propriété, j'aurais eu peur de recevoir un coup de fil quelque part. Mais non, ça ne me serait pas venu à l'idée. On peut comprendre qu'un homme de cet âge, vivant seul, si j'ose dire, dans une propriété isolée de tout, puisse avoir un sentiment d'insécurité lié à l'environnement dans lequel il vit. Mais les systèmes de sécurité du vieil homme dépassent largement le principe de précaution. De l'aveu de ses proches, le naturel méfiant de Robert Drouvin a peu à peu viré à l'obsession. Ce passionné de technologie inventait sans cesse de nouveaux gadgets de protection. Il a mis sur son bureau une culasse de fusil de chasse, juste la culasse fusil de chasse, avec un petit dispositif qu'il avait inventé, un petit fil qui passait. Quand on ouvrait la porte,
on recevait la décharge en pleine figure. J'ai dit, mais vous n'êtes pas un peu malade de faire ça? Vous allez aller en tôle si on vous fait. Vous allez en tôle, vous n'avez pas le droit. Oh, mais je m'en fous, les gens n'ont pas à pénétrer chez moi. Voilà, dans son bureau. Dans les années 80, Robert Drouvin pousse la fantaisie jusqu'à faire construire un mirador au centre de sa propriété. Papa avait le temps de faire ce qu'il voulait quand il voulait, donc il avait fait construire ce mirador pour pouvoir, suivant le temps, regarder Amboise, ou regarder aux alentours, et puis même ce qui se passait dans le bas du village aussi. Loin d'être anecdotiques, ces éléments de personnalité sont précieux pour l'enquête. Là, on a un imaginaire de la maison, du terrain, qui fait que tout intrus qui va s'approcher, peut-être naïvement, va être vécu comme quelqu'un avec lequel il faut en découdre. Et là, il y a une piste pour moi très intéressante sur le plan criminologique. Robert Drouvin semble atteint par le virus de l'espionnage. Il avait l'habitude d'enregistrer les gens au téléphone. Quand on appelait, moi je savais qu'on était enregistré. D'ailleurs, chez lui, il y avait des cassettes avec des enregistrements. L'autre instrument de prédilection du retraité, c'est sa caméra vidéo, dont il ne se sépare jamais. Les enquêteurs vont mettre la main sur des kilomètres de bandes, comme celle-ci. La passion de Robert Drouvin pour les gadgets électroniques y est sans doute pour quelque chose, mais ces enchaînements de plans à la manière d'une caméra de surveillance restent néanmoins énigmatiques. Quand il venait dans ma maison à la campagne, il filmait tout dans les détails, de la toiture, du WC jusqu'à la cuisine, de tout. Les gendarmes découvrent aussi que la population de Vernon s'interroge sur la nature des liens qui unissent les victimes. Ces deux retraités qui vivent ensemble, mais ne portent pas le même nom, suscitent depuis toujours la curiosité. Marcel Boutet a été invité une fois au bois du Pavillon. C'est à cette occasion qu'elle a rencontré Marianne Kubala. Elle était gentille. Elle a été gentille. Elle parlait pas bien le français, mais elle était gentille, cette dame. Elle était très douce, très gentille. Elle était malade du cœur. Il m'avait dit, c'est ma gouvernante, au début. On a l'impression qu'ils ont voulu vivre cachés. Ils ont peut-être voulu rester très discrets sur la nature de leur relation. Malgré toutes les précautions dont Robert Drouvin et Marianne Kubala s'entourent, les rumeurs vont bon train dans le village. Je ne peux pas vous dire qu'ils partageaient le même lit parce qu'on n'a pas vu les lits, mais enfin, ils montaient tous les deux à l'étage. Au début qu'il allait au Sable d'Olonne, tout au début, ils allaient en caravane. Bon, bah, en caravane, hein, on est quand même pas loin les uns des autres. Dans les mois qui ont précédé le crime, Robert Drouvin et Marianne Kubala semblaient redouter autre chose que la médisance. Je le trouvais surtout très soucieux. D'ailleurs, il ne voulait plus rester dans sa propriété seul, ni laisser sa gouvernante seule. Donc, je pense qu'il craignait quelque chose. Plusieurs témoins confirment ces angoisses. Selon leurs amis Monique et Guy Hurson, les retraités auraient même eu une drôle de prémonition. Maria avait dit on finira bien comme deux vieux au fond d'un bois. Eh bien, j'aimerais te dire, ça me revient dans la tête. Hein. D'abord, la phrase, je l'entends tout le temps. Marianne et Robert ont un mode de vie pour le moins étonnant. Ce sont deux octogénaires pas si ordinaires qu'on pouvait l'imaginer. L'enquête criminelle, c'est quoi? Ne pas se laisser aveugler par les images d'Épinal. Les gens âgés ne sont pas tous obsédés par la belote, déchiffrer des lettres et le tricot pour les petits-enfants. Ce qui est frappant surtout, c'est la méfiance de Robert vis-à-vis du monde extérieur. Le couple n'a pas une vie sociale très épanouie, ils ont peu d'amis et voient peu leur famille. C'est un peu, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais moi, en général, ce style de vie, ça me fait dire qu'il y a un secret quelque part, qu'ils n'aiment pas qu'on vienne fouiner dans leurs affaires. Là, on est bien au-delà de la discrétion et d'une petite misanthropie qui pourrait s'expliquer par le repliement sur soi dû à l'âge. C'est vrai. Robert frise la paranoïa avec tous ses gadgets pour sécuriser sa baraque. Il enregistre les conversations téléphoniques, il passe des plombes sur son mirador. Il a même posé des micros sur son portail pour écouter les bruits de la route. Il était en état de méfiance permanent, mais qu'est-ce qu'il pouvait redouter ? Avec l'âge viennent les craintes irraisonnées, on a peur de tout, on se méfie de tout le monde.
Mais là, Robert avait peut-être de bonnes raisons d'avoir peur. Lui et Marianne se sont tout de même fait assassiner. Ce qui est compliqué pour les enquêteurs, c'est que le couple n'a jamais rien confié aux rares personnes qu'il fréquentait. Sur le portail d'entrée et la clôture de la propriété, Robert Drouvin avait installé des panneaux pour interdire l'accès sur son domaine. Vous pensez que ces mises en garde sont réellement dissuasives? Il n'y a rien de pire que ces panneaux. Terrain piégé, chien méchant, interdiction d'entrée. Ça a même l'effet contraire. Ça veut dire, viens par ici, il y a du pognon à prendre. Installer une porte blindée, un système d'alarme, c'est très bien, mais il ne faut pas l'afficher partout. À vous écouter, cette maison a été une cible idéale pour des cambrioleurs. Cette propriété, c'est une passoire. On y pénètre facilement, on est à l'abri des regards. En plus, deux petits vieux fragiles, ça ne fait pas peur, et c'est souvent la promesse de bijoux et d'argent liquide grossièrement cachés. La piste du cambriolage qui a mal tourné est de fait la première à être fouillée par les enquêteurs. Mais ils envisagent aussi la possibilité qu'il s'agisse d'un crime de rôdeur. Marianne Kubala et Robert Drouvin ont-ils surpris un intrus et l'auraient-ils payé de leur vie? C'est la première intuition des gendarmes. Ce double homicide fait écho à d'autres affaires similaires. Spécialiste des faits divers, le journaliste Michel Ambarek a suivi l'affaire depuis ses débuts. Des histoires de personnes âgées attaquées, vivant de façon isolée, attaquées chez elles, saucissonnées ou frappées, il y en a eu dans le département. Malgré l'obsession sécuritaire de Robert Drouvin, l'accès à la maison est assez facile. Ça paraît un peu dérisoire sa volonté de sécuriser une propriété qui est impossible à sécuriser. Je pense que pour quelqu'un d'un peu aguerri, enjamber le grillage ne devait pas être quelque chose de très difficile. Et pour un individu mal intentionné, ces deux octogénaires sont une cible alléchante. Parce que ce sont évidemment des proies faciles. Des proies faciles à maîtriser pour passer à l'acte, etc. Et puis bien souvent, les choses dégénèrent et on passe au meurtre. Le scénario est tentant, mais l'analyse des premiers éléments complique la donne. Quand on regarde la totalité des indices, ou en tout cas la situation de la maison, on se rend compte qu'il n'y a aucune effraction. Les fils électriques qui relient la maison, le portail à la maison, ne sont pas coupés. Aucune trace d'effraction. Tout laisse penser que les victimes ont ouvert le portail, puis leur porte, à leur agresseur. Mais surtout, les enquêteurs ne constatent pas de vol. Aucun tiroir n'a été ouvert, son bureau n'est pas fouillé, les armes n'ont pas été touchées. Les porte-monnaies, il y en avait dans les tiroirs d'un meuble du couloir, dans la cuisine, mais partout il y avait de l'argent. Au cours des perquisitions, les gendarmes retrouvent en tout 1645 € en liquide, disséminés dans la maison. À la limite, l'argent qu'ils aient pas l'idée d'avoir fouillé ou je sais pas quoi, à la limite c'est plausible ça, mais les fusils s'ils sont en évidence sur un râtelier, on peut être sûr que c'est de la denrée négociable immédiatement. De fait, la thèse du cambriolage est écartée. Les enquêteurs envisagent alors la piste d'un individu errant à travers la campagne, un rôdeur. Dans les crimes de rôdeurs, après un crime de sang comme ça, un individu va se poser quelques instants à la maison. Vous avez souvent une disparition de produits alimentaires. On n'a rien là, rien n'est utilisé, pas plus l'évier que la douche, rien quoi. C'est resté dans l'état où la femme de ménage l'avait laissé quoi. Parallèlement, un élément va faire avancer l'enquête. Les expertises réalisées sur l'empreinte de pas trouvée dans la maison permettent d'identifier le type de chaussures que portait l'auteur. Elle correspond à ce qu'il est convenu d'appeler une chaussure de ville. Donc c'est certainement pas une chaussure portée par quelqu'un qui revient des champs. Ce ne sont pas les chaussures de marche, pas les chaussures qu'on trouve au pied en général de gens qui battent la campagne 24 heures sur 24 et qui passent des nuits dehors. Cette trace de pas invalide l'hypothèse du rôdeur, mais elle ouvre aussi de nouvelles perspectives. Les enquêteurs vont tenter de remonter jusqu'au propriétaire de la chaussure. Ils ont eu la chance de pouvoir identifier le fabricant de cette semelle, qui lui-même vendait cette semelle à un seul fabricant de chaussures en France. Le secteur d'Amboise, il devait y avoir 5 paires de chaussures qui avaient été vendues, 4 en chèque ou en carte bleue, et une payée en liquide un jour de marché à Amboise, mais par un détaillant de cette marque-là. Les gendarmes réalisent des écoutes téléphoniques et des perquisitions chez les 4 individus qui ont payé en carte bleue ou en chèque. Sans résultat.
L'acheteur de la 5e paire de chaussures reste à ce jour non identifié. On n'a pas pu identifier l'acheteur, puisque nous avions un règlement en espèces et un jour de marché, et la vendeuse ne se souvenait absolument pas de l'image de cette personne. La piste de la chaussure de ville est une impasse. Le double meurtre de Vernoux-sur-Brenne n'est pas un cambriolage qui a mal tourné. Le mobile n'est certainement pas le vol. Les gendarmes sentent qu'ils s'engagent dans une enquête complexe, car les motivations du tueur sont loin d'être évidentes. L'absence d'effraction fait penser que les victimes ont ouvert à leur agresseur, qu'elles le connaissaient. Il est dès lors impératif d'étudier davantage les personnalités de Robert et Marianne. La clé de l'énigme se trouve certainement dans leur existence ou dans leur passé. Les aspérités de leur vie doivent être mises en lumière pour percer le mystère. Robert Drouvin et Marianne Kubala se sont installés ensemble à Vernoux-sur-Brenne dans les années 60. Pendant près de 40 ans, Marianne a partagé la vie de Robert. Mais ils ont toujours entretenu l'ambiguïté sur la nature de leur relation. Elle le vouvoyait et il la tutoyait. C'était très curieux. Bon, lui, M. Drouvin l'appelait par son prénom, mais elle n'a jamais appelé M. Drouvin par son prénom devant nous. Hein. Elle lui parlait comme si c'était son patron. Officiellement, il lui versait un salaire. Gouvernante de convenance, mais compagne avérée, ce jeu de rôle cache un secret. Les enquêteurs vont remonter le fil des vies des victimes pour démêler cette histoire. Au premier coup d'œil, Robert Drouvin est un homme qui socialement fait l'unanimité. C'est le genre d'homme qu'on a plaisir à rencontrer, qu'on a plaisir à découvrir. Il avait une classe naturelle? Un homme cultivé qui aimait beaucoup l'humour. Il présentait bien, il avait une très belle stature, toujours tiré à 4 épingles. Et avec une très bonne éducation. L'éducation de cette époque-là, hein, de son époque. Né dans le Nord, à Wattignies en 1920, Robert Drouvin est issu d'un milieu bourgeois. Élevé selon des valeurs traditionnelles et conservatrices, il vit une enfance protégée. Après le bac, il intègre le prestigieux Institut catholique des arts et métiers de Lille. Son diplôme d'ingénieur en poche, il est embauché à la Compagnie du gaz de Béthune. C'était un ingénieur brillant. C'était un homme qui avait eu un parcours professionnel qu'on peut qualifier de remarquable. Passionné par son métier, Robert Drouvin fait ensuite toute sa carrière chez Gaz de France. Il est l'auteur de nombreux brevets dans le domaine du gaz. À l'âge de 25 ans, l'ingénieur épouse Paul, une jeune femme de son milieu. C'était un mariage arrangé, comme beaucoup à l'époque. Le couple a 3 enfants au cours des 3 années qui suivent. Marie-Georges, Françoise et Hubert. À Béthune, la famille compte parmi les notables de la ville. Papa avait un chauffeur, il y avait du personnel à la maison. Mais quand on est jeune, on ne se rend pas compte, c'est tellement normal. Les Drouvin mènent une vie confortable et traditionnelle. Comment dire? Je ne sais pas si vous avez vu le film « La vie est un long fleuve tranquille ». Est-ce que vous vous souvenez de la famille Le Quesnoy? C'est Drouvin. C'est Drouvin. Mais sous des apparences de père de famille modèle, Robert Drouvin est un homme à femme. Il collectionne les liaisons et déserte régulièrement le domicile conjugal. Je me demandais où partait mon père le dimanche après-midi. Il nous disait qu'il allait travailler, c'est possible, mais enfin, on ne le voyait plus, on ne le voyait pas rentrer avant le lendemain. Séducteur incorrigible, il recrute même ses conquêtes sous son propre toit. C'est à cette époque qu'il entretient une liaison avec une de ses employées de maison, une certaine Marianne Kubala. Marianne Kubala avait été amenée à travailler en qualité de femme de ménage au domicile de Robert Drouvin à une époque où il était marié. Les infidélités de Robert Drouvin vont provoquer le divorce du couple. Et à l'époque, au début des années 60, c'est une honte. Toute la ville est au courant. Comme en province, dans cette petite ville, tout se savait. Le chauffeur racontait, il allait dans les cafés et racontait ce qui se passait chez nous. Et donc papa a préféré quitter la ville et partir dans une autre région pour refaire une nouvelle vie, vraiment. Après un divorce difficile, Robert Drouvin veut se réinventer une vie, loin de Béthune et de ses calomnies.
Il demande sa mutation dans la vallée de la Loire en 1966. Est-ce que c'est une façon de s'éloigner d'un endroit qui lui avait valu un certain nombre de soucis? Peut-être. Est-ce que c'était une façon de tourner la page d'un mariage auquel il avait été mis fin par une procédure de divorce? Peut-être aussi. Pour les gendarmes, l'histoire de Marianne Kubala va se révéler plus difficile à reconstruire. Il faudra que l'on remonte dans le nord de la France pour connaître le passé de Marianne, par ses nièces, ses sœurs, ses frères. Voilà. Dans le petit village minier de Verquigneul, c'est une réalité sociale aux antipodes de celle de Robert Drouvin que les enquêteurs vont découvrir. Donc, en ce qui concerne Marianne, Marianne est d'origine polonaise. Elle est arrivée en France à l'âge de 11 ans avec ses parents. Le papa était mineur. Il devait y avoir à l'époque 6 ou 7 frères et sœurs. La vie de Marianne est une succession de catastrophes. Elle a 18 ans quand son père meurt lors d'un accident dans la mine. 3 ans plus tard, n'ayant pas la force d'assumer seule l'éducation de ses enfants, sa mère se jette sous un train. La vie de Marianne bascule. Fille aînée d'une fratrie de 8 enfants, elle doit subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Voilà, et c'est Marianne qui prendra le dessus de tout ça. Marianne fait des ménages. Marianne aide ses frères et ses sœurs tout en faisant des ménages. Marianne arrêtera l'école rapidement parce qu'il faut rentrer de l'argent à la maison. Marianne se marie à l'âge de 21 ans. Mais les drames se poursuivent. Elle donne naissance à 2 enfants qui décèdent tous les 2 avant l'âge de 6 mois. Son mari devient violent. Elle entretient alors une liaison extra-conjugale avec un Allemand, dont elle aura un fils, Mario, décédé en 2010. Mais Mario n'a jamais vécu avec sa mère. Il avait été placé parce qu'elle ne pouvait pas l'élever puisqu'elle travaillait en tant que femme de ménage. Et elle est donc arrivée comme femme de ménage chez monsieur et madame Drouvin. Après son divorce, lorsque Robert Drouvin décide de quitter Béthune, il propose à Marianne Kubala de l'accompagner. Il lui avait dit si tu veux me suivre, tu ne seras pas malheureuse. C'est ainsi qu'elle est arrivée en Touraine avec lui. Il ne voulait pas partir tout seul. Il voulait pas. Alors il a trouvé Marianne, qu'il a baptisée gouvernante, et elle est partie avec lui. Pour Marianne, c'est peut-être enfin la promesse d'une vie meilleure. L'ancienne maîtresse endosse le rôle respectable de gouvernante et le couple s'installe à l'abri des regards à Vernoux-sur-Brenne. Nous, on ne connaissait pas son passé. Quand il est arrivé ici, quand il est arrivé en Touraine, pour nous, c'était une page neuve, une page blanche. C'était une vie qui commençait pour nous. Pendant près de 40 ans, officiellement, Marianne reste l'employée de Robert, même si leurs comportements trahissent plus d'intimité. On a bien vu, après, petit à petit, quand même, que entre eux, il y avait quand même sûrement certains sentiments. Il l'emmenait avec lui en vacances. En fait, gouvernante, après, c'était devenu une compagne de vie. Le véritable obstacle, c'est la différence de classe sociale. Robert Drouvin, le bourgeois du Nord, n'assume pas vraiment sa relation avec une femme issue de la classe ouvrière. Il ne la traitait pas toujours très bien, même devant moi. Moi, j'aimais bien Marianne, elle était extrêmement gentille, très dévouée. Mais il lui faisait sentir que c'était pas très agréable des fois, pas toujours très agréable. Sans doute c'était plus facile d'avoir quelqu'un qui soit sous ses ordres et qui se rebiffe pas, plutôt qu'une personne avec plus de personnalité qui n'admette pas ça. Ce rapport de patron à employé, cette hiérarchie sociale est au cœur de leur relation, même lorsqu'ils partagent une chambre d'hôtel en vacances à Aix-les-Bains. Ils faisaient la cure tous les 2. Et il était dans un grand lit, et Marianne, couchée sur un lit de camp, à côté. Profondément marquée par les drames de son existence, Marianne accepte cet étrange mode de vie. C'est quelqu'un qui avait toujours tendance à s'effacer s'il y avait du monde. Elle n'aimait pas le décorum, pas du tout. Elle avait une mentalité de subordonnée. Mais il y avait des choses extrêmement particulières que j'ai pas beaucoup appréciées. Quand il partait en voiture, elle était derrière. Elle montait derrière, le chien montait devant. Il en avait un peu honte.
Elle ne parlait pas français. Pourtant, Robert a choisi librement de passer plus de la moitié de sa vie avec Marianne. Preuve qu'entre eux existaient des liens affectifs forts. Mais vis-à-vis du monde extérieur, il a toujours caché les origines sociales de celle qui partageait son quotidien. Le mois précédant son décès, je suis allé au restaurant avec lui. Et le patron du restaurant discutait avec mon père. Et il était inquiet parce qu'il avait peur que je dise que c'était notre ancienne bonne. Il ne voulait pas qu'il sache que sa gouvernante, sa compagne en fait, il ne voulait pas qu'on sache que c'était une ancienne bonne de la maison du Nord. Il ne voulait pas les laisser dire qu'il vivait avec l'ancienne bonne de ses enfants. Tout est là. Parce que c'était la bonne de ses enfants. C'est ça qui est important. Quand les victimes sont très âgées, l'enquête de personnalité est forcément longue. Est-ce que ce travail présente une difficulté particulière pour les gendarmes? Reconstruire l'histoire de personnes âgées est toujours plus compliqué. Il faut remonter le fil du temps. Et les enquêteurs doivent se plonger dans des époques qu'ils n'ont pas vécues. Or, les événements d'une vie doivent être appréciés à la lumière de la période où ils sont survenus. Dans les vies de nos victimes, à quoi faites-vous allusion? Divorcer dans les années 60, c'était franchement pas la même chose qu'aujourd'hui. La vie commune hors des liens du mariage de deux personnes qui n'appartiennent pas au même milieu social, à l'époque, c'était un vrai scandale. D'ailleurs, cette union n'a jamais été totalement assumée. Marianne, si effacée, était encore présentée par Robert comme sa gouvernante. Ça explique leur choix de vivre cachés, à l'écart du village. À la campagne, on ressasse les vieilles histoires, ça a dû jaser. En restant le plus discret possible, ils essayaient de se protéger des ragots et des médisances. Ils en avaient déjà assez soupé avec leur famille. Dans les vies longues comme les leurs, des désaccords, des conflits, il y en a forcément beaucoup. Doit-on tout répertorier ou peut-on se focaliser sur les dernières années? Même une brouille qui s'est passée il y a 40 ans peut nourrir un mobile de meurtre. Il ne faut rien exclure. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a des rancunes qui peuvent macérer une vie entière. Ce qui est compliqué dans cette enquête, c'est que Robert et Marianne ont cloisonné tous leurs univers. Personne ne peut renseigner les gendarmes sur la totalité de leur existence. C'est pourquoi chaque témoignage recueilli est important et fait avancer l'enquête. Tous ceux qui savent des choses sur le couple, sur leurs peurs, sur des incidents survenus et qui ne se sont pas encore manifestés, doivent entrer en contact avec la gendarmerie nationale. D'autant plus qu'il y a encore des zones d'ombre à éclairer, des secrets à percer. Les victimes ont eu des destins atypiques qui doivent être complètement fouillés. La vie de Marianne Kubala, c'est du Zola. Et celle de Drouin, c'est un film de Chabrol, avec les non-dits, les petites bassesses de la bourgeoisie. Un sacré cocktail pour un fait divers. Pensez-vous que le tueur soit à chercher dans le cercle intime des victimes? Dans cette affaire, les relations familiales sont épouvantables. Il y a de la haine, de la jalousie, du mépris. C'est le terreau idéal pour un crime en famille. Mais enfin, si on a un conflit sérieux avec une personne très âgée, il suffit cyniquement de laisser faire la nature et le problème se réglera de lui-même. Tout le problème des conflits de famille, c'est que ça crée des blessures qui, pour être cicatrisées, nécessitent que les choses soient reconnues et verbalisées. Et quand ça ne vient pas, ça peut faire péter les plombs. Les enquêteurs vont donc suivre cette piste. Y a-t-il chez les Drouin ou chez les Kubala quelqu'un qui pourrait en vouloir à Robert et Marianne au point de les tuer? Dès les premières auditions, les enquêteurs découvrent de vieilles rancœurs chez les Drouin. Chez les enfants Drouin, il y a quand même un ressentiment vis-à-vis de Marianne Kubala. Donc il peut se comprendre, si leur père est parti avec l'employé de maison, ils l'ont manifestement pas bien vécu. Plus de 40 ans après la séparation de leurs parents, les trois enfants Drouin n'ont toujours pas accepté Marianne Kubala. Il y a une espèce de terme de mépris à l'égard de celle qui est venue remplacer leur mère. La polonaise, surtout, ils l'appellent la polonaise. Une des filles de Robert Drouin va même jusqu'à soupçonner ouvertement la famille Kubala. Elle dit des phrases du genre « les Polonais n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner ». Elle laisse entendre que le fils de Marianne Kubala pourrait profiter de la situation, sur le plan de l'héritage, sur le plan patrimonial. Si Marianne ne laisse pas grand-chose à son fils, en revanche, les héritiers de Robert Drouin auront à se partager un patrimoine non négligeable. Monsieur Drouin possède une belle fortune, tant par la maison que par les appartements qu'il a dans le nord de la France.
Et c'est vrai que pour nous, il pouvait y avoir un intérêt financier. Le fils de Marianne Kubala n'a aucun droit sur cette succession. Les 3 enfants de Robert sont les seuls héritiers de leur père. L'argent étant un mobile fréquent, les enquêteurs se penchent sur la fratrie. À qui profite le crime, oui, c'est ça. Les gendarmes ont dit à qui profite le crime, enfin, pas milliardaire. Mais il se trouve qu'au moment du double homicide, Hubert Drouvin traversait un petit passage à vide financier. Maître Maurice Chapuis était son avocat à cette époque. Je pense qu'à un moment donné, il a été suspecté au début, compte tenu de ses relations conflictuelles avec son père, et après ses gros problèmes d'argent. La situation précaire du fils de la victime le place dans la ligne de mire des enquêteurs. Ouais, il était quand même, des 3, celui qui en avait le plus besoin et qui, de temps en temps, demandait à son père de l'aider. Ça, oui, j'ai été suspecté, j'ai été en garde à vue. Mais ce qui est très dur, c'est surtout d'être en garde à vue presque le jour même où vous avez appris son décès. Au cours de cette garde à vue, les gendarmes s'intéressent de près aux relations entre le père et le fils. D'après Hubert Drouvin, c'est pas un père qui l'a élevé, quoi. C'était un père qui était très loin, un père qui ne s'était pas occupé de lui et avec qui il avait renoué contact il y a uniquement quelques années. Parallèlement, des témoins font état d'une discussion mouvementée qu'Hubert aurait eue avec son père. On avait besoin de savoir quelle était sa position le jour des faits et qui donne une explication sur ce qu'il avait dit à l'encontre de son père 20 ans auparavant. Hubert doit fournir son alibi. Mais il devait bien savoir que c'était pas moi. J'avais un alibi, j'étais en train de déménager. Emménager le jour-là. Ah si, ils ont regardé mes dépenses, ça c'est vexant aussi. Ils m'ont dit, vous avez acheté du champagne pourquoi? J'ai acheté du champagne parce que je voulais fêter mon emménagement. Ils regardaient tous les... C'est vexant d'être épluché comme ça. L'alibi d'Hubert est en béton. Le dimanche 8 août 2004, le jour du double meurtre, il emménageait dans un nouveau logement à Péage de Roussillon, dans l'Isère, à des centaines de kilomètres de Vernoux. De plus, les tensions entre le père et le fils s'avèrent être de l'histoire ancienne. Même s'il avait des relations un peu conflictuelles avec son père, au fil des années, elle s'était calmée, elle s'était plutôt arrangée, où son père cherchait même à se rapprocher de ses enfants. Et c'est pour rattraper le temps perdu que Robert Drouvin n'hésitait pas à aider financièrement Hubert. Il m'a aidé pour acheter une maison, et alors, normal. Alors regarde par ici. Regarde un peu. Et à trop vouloir bien faire, le vieil homme se montrait parfois maladroit. T'as le même sourire que ton grand-père. Ah bon? Ouais, ah, j'en vois sa bouche. Quand il venait dans mon restaurant, merde, qui marchait bien, j'ai gagné ma vie, il me donnait un billet de 500 francs. Je dis, papa, ça va pas. Moi, j'avais plaisir à pouvoir l'inviter, pouvoir lui dire de manger. Non, il me donnait 500 francs. Les enquêteurs mettent à jour des relations familiales compliquées, mais rien qui ne semble avoir un lien avec le double homicide. Hubert est mis totalement hors de cause. Ses sœurs, ses neveux et ses beaux-frères également. Les gendarmes ont entendu tous les membres de la famille et certains d'entre eux ont été placés en garde à vue, mais cette piste n'a rien donné. Pourtant, moi, c'est la piste que je privilégiais. Je le sentais bien, le crime en famille. Bon, je me suis peut-être trompé. En revanche, je suis certain d'une chose. La victime connaissait leur tueur. Donc selon vous, c'est forcément un proche, un ami ou une relation. Sur quels éléments fondez-vous cette hypothèse? D'abord, il n'y a pas d'effraction. C'est donc qu'ils ont ouvert leurs portes. Pour ce couple particulièrement méfiant, c'est la preuve qu'ils ont reconnu leur visiteur. Mais est-ce que ça ne peut pas être quelqu'un qui, par exemple, s'est fait passer pour un postier, un agent EDF, comme c'est très souvent le cas dans les agressions de personnes âgées? On ne fait pas ce style de ruse un dimanche, un jour où personne ne travaille. Drouvin se serait sûrement pas fait piéger. Non, pour moi, je le répète, c'est un proche. Et le fait que Robert se saisisse d'un extincteur plutôt que d'un fusil me fait aussi penser cela. Mais en quoi l'usage de cet extincteur vous fait penser que Drouvin et son tueur se connaissaient? Drouvin se sent menacé et saisit l'extincteur pour chasser son interlocuteur. Il n'attrape pas un fusil parce qu'il connaît le bonhomme et qu'il ne veut pas le blesser sérieusement ou le tuer. Y a-t-il d'autres éléments qui vous font penser que l'auteur était connu de sa victime?
Marianne a été retrouvée la culotte baissée, mais elle n'a pas été violée. Pour moi, l'auteur a voulu maquiller son meurtre en crime sexuel pour tromper les gendarmes. Ça veut dire qu'il a peur qu'on remonte trop vite jusqu'à lui. Par ailleurs, il a essayé d'effacer ses traces sur la scène de crime. Il pense qu'il est identifiable. Il ne doit pas être bien loin. Selon vous, quel type de lien existait-il entre le tueur et ses victimes? Comment se connaissaient-ils? Ça peut être plein de gens, des gens du coin. On est à la campagne. Il faut réfléchir au meurtre en tenant compte de cet environnement géographique et sociologique. Ici, les gens ont le sens de la terre, de la propriété. Le sens de la propriété, Robert Drouvin l'avait chevillé au corps. Sur ces terres, il règne en maître. Il n'accorde ni droit de passage, ni droit de chasse. Et pas question de discuter. Il se pourrait bien qu'il n'en ait froissé plus d'un. Et depuis plusieurs mois, le vieil homme avait la preuve que des individus s'introduisaient chez lui. C'était devenu de plus en plus régulier. Lorsque Robert Drouvin parcourait son bois, il faisait des découvertes macabres. À l'occasion de ses visites chez son père, Hubert a été plusieurs fois le témoin de ces scènes sinistres. Le rituel était de se promener dans la propriété après avoir déjeuné, et puis on découvrait peu à peu des fortes odeurs, et c'était des chevreuils qui avaient été tués. Ces cadavres de chevreuils abattus au fusil mettaient Robert Drouvin hors de lui. S'il aimait chasser sur d'autres terres, la faune de son domaine, c'était sacré. Plus il prenait de l'âge, plus il était amoureux de la nature. D'ailleurs, dans sa propriété, il n'y chassait pas. Il sauvait le gibier, les chevreuils, il leur donnait à manger. Sa propriété de 9 hectares est une véritable réserve naturelle où le gibier pullule. Robert Drouvin était convaincu que des braconniers s'y introduisaient en douce pour chasser. Et il ne supportait pas l'idée qu'on puisse venir braconner chez lui. Mais il ne se passait pas une année sans qu'il évoque le fait qu'il était régulièrement braconné. D'ailleurs, en effectuant des battues le jour de la découverte des corps des victimes, les gendarmes ont trouvé 2 carcasses de chevreuils. Un braconnier pourrait-il être l'auteur de ce double homicide? Nous avons demandé à Patrick Grenouillou, expert judiciaire dans le domaine de la chasse, si un conflit de braconnage pouvait dégénérer violemment. Le braconnier, par nature, est quelqu'un qui sauve. Vous avez un animal qui est le meilleur braconnier de la faune sauvage, c'est le renard. En général, le renard fait son forfait et se sauve. Je ne vois pas quelqu'un qui aurait pour habitude de se livrer au braconnage sur les propriétés de Robert Drouvin venir le trouver à son domicile. Les choses auraient pu avoir une explication différente si Robert Drouvin avait été tué au milieu de son bois. Surprenant, là, peut-être quelqu'un en action de chasse, donc en action de braconnage. Mais ce n'est pas le cas. La personne est bien entrée au domicile. Et Robert Drouvin, il est tué à proximité de son habitation, à quelques mètres de son habitation. Donc on est, à mon avis, sur un schéma tout à fait différent. Le fait que les carcasses aient été abandonnées sur la propriété prouve que l'individu qui a tué les bêtes n'est pas venu pour se procurer de la viande de gibier, mais certainement dans un tout autre but. Le braconnage est surtout, en fait, une certaine forme de jalousie ou de vengeance vis-à-vis d'un voisin, vis-à-vis d'une propriété voisine, vis-à-vis d'une équipe de chasse. Les gendarmes cherchent à savoir si les animaux sauvages présents sur la propriété de Drouvin ont pu causer des nuisances et provoquer des conflits avec le voisinage. Il y avait des blaireaux, il y avait des renards, il y avait des sangliers, il y avait tout. Il y a eu des problèmes de braconnage, je pense, dus justement à cette réserve d'animaux chez lui, qui peut-être se sauvaient à l'extérieur et qui pouvaient déranger. En refusant de laisser chasser sur ces terres, la victime a laissé proliférer les animaux. Menace permanente pour les cultures avoisinantes, notamment les vignes. 9 hectares, réserve naturelle. Des clôtures qui font 1,80 m, 2 mètres maximum, tel que vous me le décrivez, n'empêchent pas les cervidés de passer, n'empêchent pas les chevreuils de sauter, et vont abîmer les cultures de l'autre côté. Mais en cas de dégâts causés par des animaux sauvages, les viticulteurs sont indemnisés par leur assurance. Les actes de malveillance sur les chevreuils visaient donc probablement Robert Drouvin en personne.
c'est pas impossible que des individus, des gens, connaissant son amour des animaux, sa détestation du braconnage, etc., soient venus, rien que pour le faire chier, déposer des cadavres de chevreuils plombés. Oui, pourquoi pas? Ce sont des choses qui n'ont pas été faites par hasard, et d'ailleurs, il avait porté plainte à la gendarmerie de ces choses-là. Je ne sais pas si ça a été suivi. Ces plaintes, dont Robert Drouin avait parlé à son fils, n'ont jamais été retrouvées par les gendarmes. Les enquêteurs ont une seule certitude. Quelqu'un en voulait au vieil homme et cherchait à le provoquer. L'une des difficultés dans cette affaire est que les enquêteurs n'ont peut-être pas eu accès à toutes les informations. En effet, la gendarmerie locale de Vouvray a été le théâtre d'un scandale. Entre 2004 et 2005, son commandant a détruit 90 procès-verbaux pour améliorer les résultats de sa brigade. Des faits qui lui ont valu 3 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Il se peut que des plaintes de Robert Drouin relatives aux carcasses d'animaux retrouvées chez lui soient passées dans la broyeuse à papier. Elles contenaient peut-être des noms et des mises en cause précises. Nous ne le saurons jamais. Au printemps 2005, c'est un témoignage spontané qui relance l'enquête. Une voyante va en effet confier aux gendarmes qu'un de ses clients était étrangement bien renseigné sur les meurtres. Au début de l'année 2005, une voyante de Tours raconte aux enquêteurs qu'un de ses clients lui semble très perturbé par le double homicide de Vernoux-sur-Brenne. Coïncidence troublante, cet homme, que nous appellerons Michel, réside à quelques pas de chez les victimes. On a commencé à travailler un petit peu sur cette personne qui avait un passé un petit peu lourd, qui était en guerre un petit peu avec toutes les administrations, avec les ministres, les députés, les sénateurs, enfin quelqu'un de très très perturbé et quelqu'un d'irascible. Il est timbré, quoi. Il est complètement timbré. Et là, ça rejoint la scène de crime, quoi. C'est un crime de fou. Les gendarmes placent Michel en garde à vue. Ils découvrent que cet homme, à la personnalité complexe, a effectué plusieurs séjours dans des services psychiatriques. Marc Morin est son avocat dans cette affaire. Alors c'est un homme qui est atypique. Je le qualifierais de Géo trouve tout. C'est quelqu'un qui se présente comme un ancien entrepreneur et comme un inventeur. Au cours de sa garde à vue, Michel explique qu'il est allé consulter la cartomancienne pour aider les gendarmes à élucider le crime grâce aux prédictions des tarots. Vous savez, les gens sont fascinés par les histoires de justice et le fait que M. ait indiqué qu'il voulait aider la gendarmerie à résoudre cette affaire me paraît une hypothèse tout à fait plausible. Sur les crimes, il y a toujours des gens dont c'est la minute de gloire de vouloir aider les gendarmes. Il y a toujours des gens qui ont un truc spécial à dire, soit aux gendarmes, soit aux journalistes, qui viennent toujours. Et puis en général, oui, c'est les timbrés du coin. Michel a un comportement un peu étrange, mais les enquêteurs ne parviennent pas à le relier au crime. À l'issue de sa garde à vue, l'homme rentre chez lui, libre. 24 heures plus tard, il revient frapper à la porte de la gendarmerie, avec cette fois des informations d'une précision étonnante. Il nous avait apporté une fiche Bristol où il y avait des éléments dessus qui n'avaient pas été donnés par nous. Nous positionner la maison, le corps, les vignes, enfin c'était, oh là là, c'était hyper dangereux quoi. Michel est capable de dessiner un plan de la scène de crime. Cela fait de lui un suspect. Mais les raisons qui le poussent à apporter spontanément ces révélations sont obscures. Je pense qu'il est suffisamment fin pour s'apercevoir qu'on n'a pas d'éléments et venir nous provoquer. Il est malin puisque il fournit des informations en disant c'est pour aider les gendarmes, tout en disant c'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi. Il ne faudrait pas interpréter ce qui, au départ, peut être une volonté d'amener sa pierre à l'édifice de la justice et d'en faire, bien entendu, un criminel. Les gendarmes veulent en avoir le cœur net. On a retravaillé sur cet individu, on est retourné en perquisition, on n'a bien sûr pas trouvé la chaussure qui correspondait à ce que nous cherchions. Rien ne permet de relier matériellement Michel au meurtre de Marianne Kubala et de Robert Drouin. Et la façon dont il a obtenu ces informations sur les crimes est une vraie énigme. Il faut se replacer à l'époque, en 2004.
à Vernoux-sur-Brenne, c'est un dossier qui a eu un grand retentissement. C'est clair que ce double meurtre en pleine campagne a déchaîné un petit peu les passions. Donc après, dire qu'il a eu des informations, il en a eu comme tout le monde. Il en a eu par la presse locale, mais il en a eu aussi par les gens qui parlaient. Il n'a pas été mis en examen parce que, effectivement, les éléments ne nous permettent pas aujourd'hui de le mettre en examen, mais il est placé toujours en témoin assisté. Mais c'est quelqu'un de très très perturbé. Michel prétend qu'une partie des informations dont il dispose est le fruit des divinations de la voyante. Cette dernière, au contraire, prétend que c'est Michel qui est venu la trouver avec ses révélations. La voyante était entendue, chacun maintient sa version. La confrontation entre Michel et la voyante n'a pas permis de clarifier le mystère. Il n'y a pas de raison de plus croire la voyante que monsieur. La voyante est très performante pour l'avenir, mais pas pour le passé. Or, en l'occurrence, dans ce dossier, la voyante est entendue non pas sur l'avenir, mais sur le passé. Autre zone d'ombre. Rien ne permet de lier Michel aux deux victimes. En premier lieu, qu'on m'apporte un mobile, c'est-à-dire faire des supputations, dire que monsieur aurait rencontré les victimes. Il faut trouver un mobile, quelque chose, une raison, il n'y a rien dans ce dossier, il n'y a rien. Et c'est quand même un chaînon manquant. Les gendarmes découvrent tout de même un point commun entre le suspect et la victime. Tous deux étaient des inventeurs passionnés. Robert Drouvin avait toujours une innovation en tête. Il était toujours en train d'inventer quelque chose. Des appareils à faire tenir les pommes pour qu'elles ne tombent pas, du contrepoids sur les branches, tout. Il fallait toujours qu'il invente quelque chose, c'était son dada. Michel a dans ses cartons un projet de véhicule modulable. Cela fait des années qu'il se bat pour faire commercialiser cette invention. Et au début 2004, il racontait avoir enfin trouvé un financement. Un mécène, quelqu'un qui allait l'aider dans son projet. Et du jour où on l'a interpellé une première fois, plus jamais, il n'a parlé de ce projet, tout est tombé à l'eau. Les enquêteurs se sont demandé si Robert Drouvin n'était pas ce providentiel mécène. Mais ils n'ont à ce jour pas pu en établir la preuve. Et les propos décousus et peu fiables de Michel les laissent fort dubitatifs. Vous pensez bien que depuis 7 ans, si rien ne s'est passé, c'est qu'il n'y a véritablement pas d'éléments tangibles à l'encontre de mon client. Il est très séduisant, ce suspect. Il donne beaucoup de détails sur les meurtres, il réside régulièrement à Vernoux-sur-Brenne et connaît l'emplacement de la maison. Et puis, il a une personnalité pour le moins originale et souvent explosive. C'est une piste intéressante. Michel est connu des services de police pour violence. Il a fait des séjours en hôpital psychiatrique. C'est un paranoïaque instable, persuadé d'être un inventeur génial et que la terre entière n'a qu'un but, étouffer son génie. Et les barjots, Arnaud, ça peut être dangereux. Au moment des faits, Michel a confié à son entourage avoir trouvé un mécène pour financer sa dernière invention. Les enquêteurs se sont demandé si ce mécène ne pouvait pas être Robert Drouvin. Et a raison. Drouvin était passionné de technologie. Et surtout, après sa mort, on a découvert qu'il avait prêté de l'argent à un maraîcher bio pour soutenir son entreprise qui connaissait un passage à vide. C'est pas complètement absurde de se dire que Drouvin aurait une nouvelle fois accepté de jouer les bienfaiteurs. Mais pour quelle raison Michel aurait-il tué son mécène? Drouvin a peut-être traîné la patte pour payer, ou il a peut-être changé d'avis. Cette histoire de mécénat qui tombe à l'eau a pu être le motif d'une visite de Michel. Le ton serait monté, et comme l'inventeur est un violent impulsif, ça serait parti en vrille. Aucune preuve matérielle n'incrimine de manière définitive Michel. Il est évidemment présumé innocent des crimes de Vernoux-sur-Brenne. Dans ce dossier, il demeure néanmoins un témoin assisté. En quoi consiste ce statut? C'est une personne mise en cause dans une instruction, mais à qui il n'est pas directement reproché la commission d'une infraction. Elle a accès au dossier et peut être assistée par un avocat. Concrètement, ça veut dire qu'on le garde à l'œil, c'est la méthode de la longue laisse, le type continue de mener sa vie et on attend qu'il fasse un faux pas, qu'il se trahisse. Cela fait 8 ans que l'enquête est en cours. On a le sentiment qu'il faudrait maintenant un peu de chance parce que côté preuve matérielle, il n'y a pas grand-chose, une trace de pas et juste des ADN mitochondriaux. Ils ne permettent pas d'écarter de manière définitive un suspect potentiel. Du coup, on a des pistes qui traînent pendant des mois, voire des années, sans qu'on sache si c'est la bonne. On ouvre des portes et on est incapable de les refermer. Pour tenter de s'approcher de l'auteur, il faut chercher dans les meurtres ce qu'il nous dit de lui. Son mode opératoire nous donne des informations essentielles pour cerner un peu mieux qui il est.
En prenant soin d'effacer ses traces sur la scène de crime, l'auteur prive les enquêteurs d'informations précieuses sur son identité. Mais il leur dévoile un trait de son caractère. Le fait de balayer, pour moi, dénote d'un certain sang-froid, quoi. On a quand même la personne qui s'est posée, qui s'est arrêtée dans l'acte et qui s'est dit « bon, maintenant, comment puis-je faire pour effacer mes traces ?» Le seul élément matériel dont disposent les gendarmes, c'est l'empreinte de pas laissée sur la scène de crime. Plusieurs individus ayant acheté une paire de chaussures identiques dans la région ont été identifiés, mais aucun n'a été relié au crime. Soit l'individu vient de très loin, ça nous paraît curieux, soit est du secteur, et c'est l'individu qui a acheté dimanche matin cette paire de chaussures à Amboise. Et là, on est incapable de l'identifier. La chaussure est un élément de la personnalité de l'auteur. Je veux dire par là qu'elle ressemblera à l'auteur. L'auteur chose du 43-44 et porte des chaussures de ville classiques, plutôt bas de gamme. On peut donc imaginer que cet homme a une stature et une allure assez communes. Robert Drouvin a tenté de repousser l'agresseur avec un extincteur, sans saisir les fusils de chasse, pourtant à portée de main. Qu'il ne se soit pas servi d'armes est une chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Parce que c'était quelqu'un, sans doute, qui est venu attendu. L'auteur connaissait sans doute ses victimes. C'est quelqu'un qui connaît, à tout le moins, Robert Drouvin. Qui va, alors dans quel contexte ça, on n'en sait rien, avoir une discussion avec lui. Et qui va, à un moment donné, passer un déchaînement de violence et un double meurtre. Battu. Battu, faut le faire quand même. Battre quelqu'un de cet âge-là, faut être un peu lâche quand même, non? À 84 ans, Robert Drouvin est un adversaire facile. La vulnérabilité des victimes n'a inspiré aucune clémence à l'agresseur. Mais sauf à imaginer qu'il ait été mis en contact avec un fou, mais au sens psychiatrique du terme. Il faut vraiment à un moment donné que l'auteur veuille en découdre définitivement avec Robert Drouvin. Vous ne pouvez pas concevoir les choses autrement. Il y a une telle rage dans ce qui s'est passé. Enfin, attendez, il faut se rendre compte de ce que c'est qu'un coup sur le crâne. Un coup sur le crâne, ça fait du bruit. Et il faut en donner plusieurs, en sachant ce qui se passe. Et vous voyez votre victime qui s'effondre. Marianne Kubala est retrouvée en partie dénudée. Dans son acharnement, l'auteur semble avoir voulu l'humilier. Les actes criminels sont terribles. Leur violence désinhibée est née d'un face-à-face dramatique. Ce qui est le plus intéressant dans tous les éléments qu'on a, c'est la personnalité de la victime. C'est quelqu'un qui potentiellement peut rentrer en conflit tendu avec le futur criminel. Cette personne qu'on cherche pourrait être quelqu'un sans antécédent judiciaire, enfin relativement banal, mais dont la violence aurait pu surgir à cause du caractère un peu obsédant, interpellant, persécutant, menaçant de la victime. Jean-Marc, les enquêteurs ont cherché des crimes qui ressemblaient au double homicide de Vernoux-sur-Brenne. Ils ont étudié des meurtres de personnes âgées, mais cela n'a rien donné. Je pense que le tueur de Vernoux n'a tué qu'une fois. C'est un passage à l'acte unique. Les cibles étaient Marianne et Robert, ce jour-là, dans un contexte bien spécifique. Et du coup, on ne peut espérer tirer d'une autre affaire un fil qui nous mènerait au coupable. Les enquêteurs de la section de recherche d'Orléans ont fait appel au groupe d'analyse comportementale de la gendarmerie. Que pensez-vous de ce type d'approche? Le profilage, c'est une relecture des faits avec un éclairage psychocriminologique. Ce n'est pas la solution miracle.
Ça permet surtout d'ouvrir l'esprit des enquêteurs et de pointer du doigt les éléments significatifs sur lesquels il faut creuser les investigations. Mais dans ce dossier, ça n'a rien donné. Il y a un élément assez frappant dans cette affaire, c'est le faible battage médiatique dont elle a été l'objet. Le double crime n'a pas fait la une des journaux nationaux, ni hanté très longtemps les colonnes de la presse locale. Pensez-vous que cela a eu un impact sur l'enquête? L'absence de pression médiatique forte ne veut pas dire que l'enquête a été moins approfondie. Dans cette affaire, je pense que les gendarmes ont beaucoup travaillé. En tout cas, ce faible intérêt des médias a sûrement aidé le tueur à retrouver une vie normale après la violence de son acte. Il a pu continuer à vivre sans être sous le feu nourri de la vindicte populaire. Et son sentiment de culpabilité s'est sûrement estompé. Il y a alors moins de chances qu'il se trahisse par une attitude ou un propos suspect. Si aujourd'hui il a eu le temps de digérer les faits, cela n'a sans doute pas été le cas tout de suite après les crimes. Et c'est pour ça qu'il faut parler. En août 2004, cet homme a certainement dit ou fait des choses inhabituelles. Ses vêtements souillés de sang et de poudre d'extincteur ont pu éveiller la curiosité. Des sautes d'humeur ou un déménagement inopiné peuvent être des signes. On sait que Robert Drouvin avait des traces de défense, qu'il y a eu une bagarre. Il est donc possible que le tueur se soit blessé. Il a peut-être présenté des bleus ou des blessures pendant les jours qui ont suivi les faits. En général, on ne se mêle pas de l'histoire des autres. C'est un peu chacun chez soi, chacun pour soi. Eh bien, il faut sortir de cet état d'esprit et prêter son concours à l'enquête. Personne ne peut se résoudre à l'idée que ce double meurtre de Vernoux-sur-Brenne demeure non élucidé. Les proches de Marianne Kubala et Robert Drouvin attendent depuis 8 longues années que justice leur soit rendue. Les meurtres de Vernoux-sur-Brenne ont été particulièrement violents. J'ai été mais stupéfait. Stupéfait d'imaginer que cet homme ait pu perdre la vie et cette femme dans ces conditions-là. Parce que personne ne mérite de mourir dans ces conditions-là. Personne. Cela fait maintenant 8 ans que l'affaire demeure non élucidée. Ça devient une affaire dont on fait tous les ans, au mois d'août, un article, 1 an après, le crime de Vernoux, toujours non élucidé. La réponse est toujours la même. Quand j'interroge des informateurs sur le crime, ce qu'on appelle le crime de Vernoux, la réponse est toujours la même, il n'y a rien. Les meurtres restent inexpliqués. C'est un crime qui n'a pas de sens, un double crime qui n'a aucun sens. C'est le crime de quelqu'un qui est venu là, soit pour avoir une explication avec Robert Drouvin qui tourne mal, soit pour en découdre avec lui. C'est pas un crime de rôdeur, c'est pas un crime de petit malfrat. Pour les gendarmes, le souvenir de cette scène de crime est intact. Ça reste vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et de savoir qu'un individu, même sans préméditation, a pu les laisser dans cet état-là, ça nous met hors de nous, quoi. Pour le fils de Robert Drouvin, l'incompréhension reste obsédante. J'aimerais bien savoir pourquoi déjà, pourquoi? Qui et pourquoi? Pourquoi? Je pense que oui, ça permettra de faire le deuil, de savoir qui et pourquoi. Les familles espèrent toujours connaître un jour la vérité. Le temps s'est écoulé, mais pour autant, je ne désespère pas que l'auteur soit un jour et rapidement maintenant identifié. Pour moi, l'espoir, c'est ce qui permet de tenir le coup, parce que c'est pas normal que quelqu'un décède comme ça, comme un animal, sans savoir les raisons. Marianne Kubala et Robert Drouvin ont été tués alors qu'ils étaient au crépuscule de leur vie. Le décès de personnes très âgées est dans l'ordre des choses, on l'accepte. Mais là, ce n'est pas la vieillesse qui les a emportés, c'est la violence cruelle d'un individu. Ces crimes sont lâches, les 2 victimes affaiblies n'avaient aucune chance de pouvoir résister à leur tueur. Il y a quelque chose de révoltant qui se dégage de toute cette affaire, et seule l'arrestation du coupable et sa condamnation pourront apaiser ce sentiment. Bonsoir.